Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. Cette semaine à l'émission, d'abord, l'Égypte et les grandes puissances. Comment Washington, Ottawa, Paris, d'autres capitales ont géré la crise égyptienne et quel impact pouvaient avoir leurs décisions ou leurs déclarations sur l'évolution des événements. Ensuite, on se tourne sur un nouveau droit, le droit à l'oubli. Cela signifie, est-ce qu'on peut obliger Internet à oublier des données nous concernant? On en discute avec un juriste spécialiste de la question, Vincent Gautret. Finalement, nous allons parler de pétrole et d'éthique. Philippe Fauché, le politologue spécialiste d'énergie, a lu pour nous un ouvrage récent qui dit que le pétrole albertain est plus éthique que les autres. Mais au retour, l'Égypte et les grandes puissances, les explications de Jocelyn Coulon. Nous sommes de retour et comme promis, nous discutons des grandes puissances et l'Égypte. Des grandes puissances et de leur impuissance, à certains égards, à avoir un impact sur le développement des événements. Et on en discute avec notre ami Jocelyn Coulon. Merci d'être là, Jocelyn. Merci. Alors, Jocelyn, vous êtes féru de géopolitique. Vous êtes aussi le directeur du réseau de recherche francophone sur les opérations de paix, l'unité du CERIUM. Et donc, pendant ces 2-3 dernières semaines, nous avons vu les gouvernements de Washington, de Paris, d'Ottawa et certains autres devoir se positionner sur le développement d'une crise politique en Égypte. Alors, on va essayer de les noter pendant ces quelques minutes. Alors, d'abord, évidemment, le seul qui a une influence réelle sur les affaires, ce sont les États-Unis. Alors, comment s'est développée la politique américaine face à la tension autour de Moubarak? Je pense que suite à ce qui s'est passé en Tunisie, avec le départ du président Ben Ali, une première cloche a sonné à la Maison-Blanche, au Pentagone et ailleurs à Washington pour dire que là, il y avait un mouvement dans le monde arabe, et en particulier au Maghreb et en Égypte, un mouvement de population exaspérée face à leur gouvernement, à des régimes qui n'en finissent plus, qui sont au pouvoir depuis 25 ou 30 ans. Ben Ali est tombé très rapidement et très facilement. On lui a montré la porte et puis on a certainement facilité son départ et son exil. Je n'ai pas l'impression qu'à Washington, on pensait que le mouvement frapperait rapidement l'Égypte et avec, comment dirais-je, autant de force. Parce que en Tunisie, on avait affaire pratiquement à une révolution bourgeoise. Parce que la Tunisie est un pays éduqué, avancé, et tout le monde se sentait un peu entraîné dans ce mouvement. En Égypte, il y a effectivement une classe très éduquée, mais la grande majorité de la population vit avec 2 $ par jour et est plutôt résignée à son sort. Il n'y a jamais eu de démocratie en Égypte. Et donc, lorsque les événements arrivent, les Américains sont un peu surpris, mais en même temps, ils se disent Moubarak est capable de contrôler la situation. Alors, la première déclaration importante, c'est celle de la secrétaire d'État Hillary Clinton qui dit on suit les choses de proche, mais le gouvernement est stable. Voilà. Alors, elle ne l'a dit qu'une fois, oui. Mais c'est le premier mouvement. Mais en même temps, elle n'a pas tort, puisque les Américains, entre guillemets, contrôlent l'Égypte depuis 1979. Qu'est-ce que ça veut dire, contrôle l'Égypte? À partir du moment où les Égyptiens eux-mêmes se sont retournés vers les États-Unis et ont expulsé les Soviétiques dans les années 70, pour eux, leur destin était lié à celui des États-Unis et de l'Occident. Et en retour de cela, ils ont favorisé un traité de paix avec Israël, qui a coûté la vie quand même à Sadat, mais ils ont reçu beaucoup des États-Unis, près de 60 milliards de dollars d'aide, une aide pour leurs forces armées, de l'argent pour le développement économique du pays. Donc, on dit combien par année à peu près? On est dans les milliards de dollars. Je crois que c'est 3 milliards par année. Par année. Oui. Et le développement de relations très serrées entre les services secrets et les forces armées des deux pays. Donc, lorsque Mme Clinton dit « le régime est stable », il est vrai qu'il est stable depuis 30 ans. M. Soleiman, qui est aujourd'hui le vice-président, c'est le chef des services secrets depuis 20 ans. C'est le principal conduit entre Washington, l'Égypte, Israël et les pays de la région. Mais là, dans les jours qui suivent, la révolte
prend de l'ampleur, de l'intensité et montre sa résilience. Et là, le discours change, le président américain intervient. Je pense que le discours change, mais il est tout en nuances quand même. Jamais Obama demande la démission ou le départ de Moubarak. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on n'arrête pas de demander le départ immédiat de Gbagbo qui aurait fraudé l'élection. Ça fait 30 ans que Moubarak fraude l'élection, mais on ne lui demande pas de partir. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des intérêts immenses qui sont en jeu. Le contrôle du canal de Suez, la paix avec Israël, le fait que l'Égypte est quand même un pivot important dans le système sécuritaire au Proche-Orient. Donc les Américains veulent être très prudents et ils veulent surtout évaluer la force de ce mouvement-là. Parce que c'est bien beau qu'il y ait quelques centaines de milliers de personnes au Caire ou à Alexandrie. Il y a quand même 80 millions d'habitants en Égypte et une bonne partie d'entre eux, sinon la majorité, ne bougent pas. Ils ne sont peut-être pas tous pro-Moubarak, mais ils ne bougent pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un moment où donc, Obama dit il faut que la transition commence maintenant. Il utilise le mot « maintenant ». Tout le monde interprète voulant dire que Moubarak doit... Après que Moubarak ait dit « je vais rester jusqu'en septembre et ensuite je ne me représente pas Obama répond « non, il faut que la transition soit maintenant ». Pourquoi ce changement? Je trouve que c'est une jolie formule qui, encore une fois, ne demande pas à Moubarak de partir, mais lui demande de mettre sur pied les institutions et de nommer les hommes pour accélérer cette transition-là. C'est-à-dire organiser d'ici septembre, c'est pas loin, c'est dans 6 mois, organiser donc des élections présidentielles et surtout peut-être modifier la Constitution pour que le jeu s'ouvre et peut-être que le président ne se retrouve pas à être finalement un dictateur à chaque fois qu'il devient président de la République, comme on a vu en Égypte depuis 60 ans. Alors pour vous, au moment où on se parle, où on enregistre cette entrevue, on pense que le président Moubarak pourrait quitter dans la journée ou dans les heures, dans les jours qui viennent. Selon vous, le gouvernement américain n'a pas vraiment demandé son départ? Il n'a pas de... oui. En sous-main, il l'a demandé. Il y a le discours public, ceux qui s'expriment à la télévision, puis il y a ce qui arrive derrière les caméras. Et à mon avis, on est en train d'organiser la sortie de Moubarak, mais on est en train aussi d'organiser le maintien du régime. Parce qu'un homme n'est pas tout un régime. Moubarak parti, qu'est-ce qui reste? Il reste le général Suleiman, qui est responsable de la situation actuelle. Parce qu'ensuite, alors évidemment, il y a le discours. Le discours américain, c'est « on veut la démocratie ». Et ce qui est presque dit, mais qui n'est pas dit, mais on ne veut pas que les islamistes gagnent. Voilà. Bon, alors, le problème avec une démocratie, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver à la fin. On l'a vu dans les territoires palestiniens, où le Hamas a gagné de façon régulière sa première élection et depuis ne veut plus en tenir. Bon. Ça, c'est tout le dilemme des pays occidentaux, que ce soit les Français, les Allemands, les Américains, les Israéliens. Ils ne savent pas ce qui va sortir des urnes, et c'est ce qui les inquiète. Ça ne les inquiète pas en Tunisie ou dans d'autres pays, mais en Égypte, c'est inquiétant pour les raisons que j'ai soulignées tout à l'heure sur le canal de Suez ou la sécurité d'Israël. Et même, justement, le fait que l'Égypte collaborait à aider Israël à faire le blocage de la bande de Gaza. Voilà. Bon. Tout ça est lié, finalement. Mais c'est intéressant quand même, parce que s'il y a des élections libres et démocratiques en Égypte en septembre, il est certain que le gouvernement qui sera élu, quel qu'il soit, laïque, de coalition, ne pourra pas être aussi pro-Israël que le gouvernement Moubarak ne l'était. Voilà. Bon, ça, c'est une certitude. Mais malgré ça, à aucun moment, le gouvernement américain n'a dit notre premier choix, c'est le maintien de Moubarak. Ce qui aurait été, en termes de règle politique absolue, sans fioriture, la réponse à donner. Oui. Il ne voulait pas le dire parce que, évidemment, la rhétorique américaine ou même européenne, c'est de dire c'est aux Égyptiens de décider de la forme de leur gouvernement et des individus qui vont occuper le pouvoir. Mais ils savent bien que la première force politique en Égypte, c'est les frères musulmans qui pourraient obtenir 25-30% des voix et donc former le premier bloc peut-être au Parlement. Et une candidature à l'élection présidentielle, on ne sait jamais. Donc, comme ils ont peur de ça, ils tentent d'encadrer et d'organiser cette transition en espérant peut-être que le général Suleiman sera l'homme
providentiel qui, au mois de septembre, pourrait gagner l'élection parce qu'il aurait obtenu les voix et l'appui de ce qu'on appelle l'opposition laïque. Maintenant, le général Suleiman au pouvoir, c'est Moubarak sans Moubarak, parce qu'il faut quand même regarder l'histoire de l'Égypte depuis au moins 1952 pour voir que c'est toujours des militaires qui occupent le pouvoir en Égypte et qui finissent par le confisquer. Alors, est-ce que la rue, est-ce que les manifestants, est-ce que les Égyptiens vont avoir obtenu satisfaction avec le départ de Moubarak? Oui, sur l'homme, mais pas sur le régime, à moins d'un changement vraiment radical. Bon, on vient de parler de la puissance étrangère qui avait une réelle puissance. Encore là, encore que, quoi que dise Washington sur le maintien ou le départ de Moubarak, il y a un moment où c'est la rue plus l'armée qui tient la décision. Quoi que dise Washington dans sa volonté d'essayer de moduler les événements jusqu'à l'élection, à la fin, ce seront les électeurs qui décideront si les règles sont à peu près démocratiques. Maintenant, toutes les autres capitales sont appelées à réagir, même si elles n'ont virtuellement aucun rôle à jouer, aucun impact sur la suite des événements. Bon, évidemment, c'est le cas du Canada. Alors, comment est-ce que vous décrivez et évaluez la réaction canadienne? Bien, la réaction canadienne, c'est toujours la même lorsqu'un pays, effectivement, n'a pas d'emprise dans une région ou n'a pas d'influence dans une région. C'est d'appeler les Égyptiens à régler leurs problèmes le plus pacifiquement possible. Donc, c'est une formule standard qu'on pourrait retrouver en Australie, au Népal ou ailleurs, parce qu'on n'a pas vraiment de prise. Maintenant, pour les Européens, c'est un petit peu plus compliqué parce que les Européens sont impliqués dans tout le processus de paix israélo-palestinien. Ils offrent une aide à l'Égypte. Les principaux leaders européens sont très liés à Moubarak. Ils n'ont pas arrêté de dire que c'était un chic type. D'ailleurs, le premier ministre français a dû avouer qu'il avait accepté l'invitation du gouvernement Moubarak d'aller aux frais des Égyptiens passer en famille ses vacances de Noël. Donc, c'est pour vous dire comment, pour les Européens, le régime en place est important pour leurs intérêts parce qu'une bonne partie de leur approvisionnement en pétrole passe par le canal de Suez. Alors là, les réactions, elles sont drôlement plus prudentes que celles qu'on peut entendre de Washington. On n'a pas arrêté d'insister sur le fait que Moubarak était un chic type, que c'est lui qui avait amené la paix dans cette partie du Proche-Orient et qu'il était donc pas indispensable, mais fallait faire attention. Sauf que les Européens, il ne faudrait pas qu'ils soient vus aussi du mauvais côté de l'histoire. Et le message qu'ils devraient envoyer aux Égyptiens, c'est « on vous accompagne dans cette recherche de la démocratie ». Mais ils jouent un jeu très difficile, c'est sûr. Et ils sont plus spectateurs qu'autre chose. Ah oui, ça, je pense qu'ils n'ont pas d'influence Ils n'envoient pas 3 milliards de dollars par année. Ils peuvent mais disons à travers des investissements et le tourisme, c'est pas les Américains qui vont en Égypte, c'est surtout les Européens. Donc, ils ont une prise là-dessus. Pour la Russie et la Chine... alors donc, parlons de la Russie et de la Chine. Alors, eux qui n'ont pas d'impact réel, direct et important, mais quand même, ils ont une politique face à ça. Alors, la politique des Russes et des Chinois, c'est toujours la même depuis, je dirais, presque 20 ans, et on le voit dans d'autres conflits à travers le monde, c'est de ne jamais se mêler des affaires intérieures. Donc, ils sont prêts à bloquer la résolution de certains conflits au Conseil de sécurité si jamais on veut se mêler des affaires intérieures. Et, par exemple, une réaction du président Medvedev a été de dire Moubarak a fait du très bon travail pour l'Égypte et pour la paix, et nous continuons à avoir des relations avec lui et nous espérons en la stabilité de l'Égypte. Donc là, il n'est pas question... Rien sur les manifestants, rien sur la démocratie, rien sur les droits de l'homme. Rien, et il ne faut pas s'attendre à ce que la Chine appuie... au contraire, on dit même qu'elle contrôle les sites Internet pour qu'il y ait moins d'informations sur ce qui se passe. Mais enfin, là aussi, les Chinois, je crois, ne peuvent pas contrôler complètement la diffusion de cette information. Donc, on est dans un monde où on dit que tout est lié, tout s'interpénètre, etc. Mais à la fin, une situation qui évolue dans un pays important comme l'Égypte, c'est une situation où les puissances étrangères ont relativement peu de pouvoir c'est-à-dire que la puissance étrangère qui a le plus de pouvoir, c'est les États-Unis. Et à mon avis, ce qui est en train de se passer depuis quelques heures, c'est
on organise la transition avec les hommes qu'on connaît et les hommes qui vont assurer la survie du système qui nous a si bien servi depuis 30 ans. Est-ce qu'ils avaient essayé de faire la même chose en Iran en 79 quand le Shah est tombé? Je crois que c'est complètement différent parce que l'Iran, c'était une vraie révolution religieuse avec un leader en exil à Paris qui, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport de Téhéran, il y avait 5 millions de personnes qui l'attendaient. On n'est pas du tout dans cette configuration-là en Égypte. Il n'y a pas de leader en Égypte. On en fabrique un à travers le général Suleiman, comme on a fabriqué les autres. Ils n'étaient pas connus. Après Nasser, ni Sadat ni Moubarak n'étaient connus. Mais on les a, disons... je me souviens même, j'étais assez vieux pour suivre les informations à l'époque, je me souviens qu'on présentait Moubarak, il y a 30 ans, comme un président de transition. Oui, tellement il était plus connu. Alors, voilà, sa transition se termine. Sa transition se termine et l'autre commence. Et je ne pense pas que les Égyptiens veulent qu'elle dure 30 ans. Certainement. Jocelyn Coulon, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Et je vous propose comme plage musicale une musique de danse qui nous vient du Texas, le Texas Two-Step. Et on utilise souvent cette musique pour illustrer la capacité des politiciens à esquiver les problèmes. Très bien. Alors, nous écoutons le Texas Two-Step. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Et comme promis, on vous parle du droit à l'oubli avec mon invité, le professeur Vincent Gautret. Merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Lisée. Alors, Vincent Gautret, vous êtes professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de la sécurité et des affaires électroniques. Vous avez reçu récemment le prix du meilleur blogueur de tous les professeurs de droit du Canada pour le blog sur les questions de sécurité électronique, qui est très fourni avec vos étudiants. Et c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé, pour la première fois, une référence au droit à l'oubli. Une de vos étudiantes qui avait écrit un billet là-dessus. Alors, je signale aux auditeurs que vous avez écrit avec votre collègue Pierre Trudel, également de la faculté de droit, ce livre « Circulation des renseignements personnels et Web 2.0 ». C'est aux éditions Thémis. Alors, d'abord, éclairez-nous, qu'est-ce que le droit à l'oubli? Alors, le droit à l'oubli, c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept qui origine d'Europe, principalement de la France et un peu de l'Allemagne, qui sont deux pays où la vie privée est quelque chose de très reconnu par le droit, mais aussi dans la culture, de manière assez différente d'ailleurs de ce qui peut exister en Amérique du Nord, même au Québec. Et c'est un droit généralement qui reconnaît le droit d'effacer une information qui nous concerne et que l'on peut trouver sur un site web, notamment maintenant avec les nouvelles technologies. Donc à certains égards, c'est un certain droit de contrôle sur une information donc, qui généralement a été déposée par d'autres. Alors il y a différentes définitions. Je dois dire aussi que c'est un droit qui n'est pas formellement reconnu dans aucune loi pour le moment, mais c'est un concept, un nouveau concept qui donne lieu à des études, à des chartes. Il y en a des projets. Je vois en France, l'an dernier, ils ont adopté une charte du droit à l'oubli. Aux États-Unis, on discute du Cyber Privacy Act et la Commission européenne se penche sur la question. Alors, évidemment, il y a deux moments. Il y a le moment Internet, celui dans lequel on vit. Et il y a le moment pré-Internet où le droit à l'oubli était, si je comprends bien, de facto appliqué sans trop qu'on ait à s'en préoccuper. Alors, expliquez-nous ce qui existait avant et ensuite on verra comment Internet change les choses. La grosse différence, puis c'est une différence qui est tangible, qui est véritable, c'est la persistance. Avant, quand dans un jugement, par exemple, on voyait M. Gautret a donné lieu à telle infraction, de telle heure, c'était un document public. Et ce document public, oui, effectivement, on pouvait le trouver. Mais la manière de le trouver, c'était somme toute assez complexe. Donc c'est la raison pour laquelle, et c'est différent au Canada, en France, on a décidé d'anonymiser, sur la base de ce principe de droit à l'oubli, on a anonymisé la plupart des jugements. Et donc, ce même jugement concernant Vincent Gautret, c'est les initiales qui vont simplement apparaître. Mais ça, corrigez-moi si j'ai tort et c'est probable, mais la justice est publique. Oui. Les actes publics, les actes de justice, les jugements sont publics. Oui.
lorsque on demande le pardon ou on demande d'effacer une condamnation, à ce moment-là, c'est retirer des actes publics. Dans le temps où c'était des archives, on pouvait les retirer, les brûler, les déchiqueter. Mais est-ce qu'il y a un droit à l'oubli qui dépasse ce stade de la demande spécifique d'effacer son dossier? Il n'y a pas véritablement de droit à l'oubli. En tout cas, ça dépend dans quelle juridiction on se trouve. Puis là encore, il faut faire une distinction dans le domaine dans lequel il est invoqué en ce moment, dans le domaine de la vie privée notamment, qui sont généralement des relations entre entreprises et les individus, et le domaine criminel. Et même dans le domaine criminel, effectivement, c'est le cas au Canada, il y a une possibilité d'avoir un pardon, c'est-à-dire que l'empreinte comme quoi, dans un dossier qui est géré par les instances publiques, il va y avoir un effacement, je dirais, de cette mention-là. Mais le jugement qui nous a condamnés, lui sera toujours disponible. Alors la donne, pour revenir à votre question initiale, ce qui change véritablement avec Internet, c'est la persistance. C'est la persistance et, c'est le titre du livre avec mon collègue Trudel, l'immense circulation auquel on fait face maintenant. Il y a beaucoup plus d'informations et, a fortiori, beaucoup plus d'informations concernant des données personnelles qui circulent sur le net. Donc, il y a, au départ, une situation factuelle qui est effectivement différente. Alors, je voudrais qu'on fasse la distinction entre, dans le cas où moi je demande le pardon et qu'effectivement on me le donne, normalement, lorsqu'un journaliste va demander mon dossier, la justice ne le donne plus, n'est-ce pas? Ne donne plus le dossier à partir du moment où le pardon est accordé. Est-ce que, évidemment, si le journaliste va chercher dans les archives, dans les microfilms, il peut peut-être trouver la date où le jugement avait été porté, mais le degré de difficulté est plus grand. Au-delà de ça, est-ce qu'on considère que, dans cette discussion sur le droit à l'oubli, que d'autres renseignements qui étaient d'ordre public et qui, parce que maintenant ils sont plus facilement accessibles, devraient être soumis à un droit à l'oubli? À ce moment-là, quel est le critère? Qu'est-ce qu'on devrait avoir le droit de faire oublier si c'est des renseignements qui ont toujours été disponibles de façon plus difficile, mais disponibles quand même? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais commencer par le début. La première chose, c'est que, effectivement, je pense qu'il faut distinguer la situation de ces projets qui concernent, encore une fois, plus les relations entreprises-individus que le domaine strictement criminel, mais une situation factuelle très simple. C'est par exemple, j'ai eu cette fameuse infraction et un journal en a parlé. Donc, au regard de ce droit à l'oubli, les Français, les Allemands, les Européens, en tout cas les instances qui sont près des données personnelles comme les commissariats à la vie privée, etc., voudraient invoquer le fait qu'on a un droit automatique de demander à ce journaliste « retire-moi cette information ». Et là... Pourquoi ? Parce que ce sont des données qui me concernent, qui concernent mon individu. Et puis là, vous allez voir en fait parce qu'il y a pas mal de gens qui sont contre ce droit à l'oubli, et notamment toutes les personnes qui l'évitent autour du monde du journalisme, qui disent, mais attendez, on a une balance. On a une balance entre d'un côté, effectivement, la protection de l'individu, mais de l'autre, la liberté d'expression, la liberté d'information. Mais le caractère public de la justice aussi, il me semble... Et le caractère public de la justice, effectivement. Et à cet égard-là, il faut bien reconnaître que tout nouveau concept qu'on voudrait introduire, parce que c'est un nouveau concept, encore une fois, à part les quelques rares hypothèses sensiblement différentes dans le droit pénal, mais si on veut élargir ce domaine droit à l'oubli, en intégrant un nouveau concept, il faut bien avoir conscience que tout nouveau concept qu'on veut introduire dans la loi a un coût. A un coût, comme disait Jacques Ellul notamment, a un coût qui va occasionner un débalancement entre des droits fondamentaux à certains égards qui sont contraires. Et je pense, premier point, c'est sur ce débalancement qu'on peut avoir des doutes sur le droit à l'oubli. Deuxième point, et vous l'avez mentionné, c'est sur quels critères. Alors, certaines définitions de droit à l'oubli évoquent une notion de légitimité. Donc, pas d'utilisation légitime d'informations qui me concernent. S'il n'y a pas cet intérêt légitime, alors j'ai un droit automatique de faire retirer, de demander à Google, de demander à tel site d'information de retirer une information. Donnez-nous un exemple d'une utilisation illégitime. C'est ça le problème, c'est que l'interprétation qu'on va donner, on est dans le domaine de la vie privée qui est un domaine éminemment culturel, et on veut rajouter, je dirais, une couche avec un critère de légitimité qui est également éminemment culturel. Donc on a deux, je dirais, niveaux
d'interprétation qui vont poser des problèmes, ne serait-ce que parce qu'à bien des égards, Internet est plurinational et que la perception de la légitimité en Europe et aux États-Unis est complètement différente. Et je ne parle pas d'autres pays où la différence est encore plus sensible. Donc on est face, à mon avis, avec un énorme éléphant blanc, avec ces concepts-là, qui n'est pas inintéressant au départ du fait que l'atteinte à la réputation peut être plus grande. C'est vrai que, encore une fois, mon risque d'atteinte réputationnelle par ce jugement-là est possiblement plus grand maintenant avec cette circulation accrue. Mais de l'autre, comment va-t-on gérer par le droit ce concept aussi flou, aussi vague? Parce que finalement, même sans parler d'Internet, le fait que au départ, il y avait une copie du jugement disponible au greffe de tel hôtel de la justice, tel palais de justice, voilà le mot que je cherchais. Ensuite, il y a eu la photocopieuse qui a fait en sorte qu'on puisse en faire plusieurs copies. De toute façon, le journaliste l'avait écrit ce jour-là et ces archives-là étaient toujours présentes. Donc, on est tout simplement dans une question de degré, donc d'augmentation d'échelle de la possibilité de faire circuler une information préexistante et disponible. Et deuxièmement, c'est un peu comme le débat de la présence ou non des caméras de télévision dans les procès. Puisque la justice est publique, au début, il n'y a pas de caméra, donc il n'y a que 42 personnes qui peuvent assister au procès, dont des journalistes. Alors pourquoi pas la caméra? Il me semble, évidemment, c'est un peu mon biais de journaliste qui parle aussi. Bien sûr. Il me semble qu'on est tout simplement dans un perfectionnement de l'idée de transparence qui elle-même était au centre de la volonté d'une justice publique, non? Alors, si vous permettez, là, on a pris le premier exemple de la justice où le balancement, puis je suis entièrement d'accord avec vous, là, à mon avis, doit pencher, et puis penche assez naturellement du côté de la justice. Okay. Mais il y a des cas qui sont souvent évoqués. Moi, je vais reprendre, je la trouve délicieuse, le commissaire à la vie privée en France, M. Turc, a cité au Monde, ce qui est à mon avis très très dangereux, une citation, c'est pas grave si je la prends, il dit « Je crois avoir montré mes fesses à Saint-Nicolas en 1969 et je trouverais déplorable que cette information maintenant soit rediffusée via les médias sociaux notamment ou via Internet. C'est pas une situation... Ben, ça dépend si c'est lui qui a mis la photo sur son blog ou si quelqu'un d'autre l'a mis contre son gré. C'est une première différence. Ouais. Et puis deuxième lieu, parce que ça c'est une situation qui est souvent invoquée. La personne qui n'a pas eu un emploi parce que l'employeur a trouvé une photo qu'elle trouvait un peu compromettante ou ne correspondant pas je dirais, à l'image de l'entreprise. C'est souvent, encore une fois, cette image regardée comme c'est terrible, qui à mon avis sont des occurrences assez rares, somme toute assez rares. Mais malgré tout, moi, j'aurais tendance à dire, là, pour reprendre cet article du Monde, moi, j'ai pas envie d'avoir une loi pour sauver les fesses de M. Turc. Oui. Ça ferait un bon titre de blog, ça. Peut-être que M. Turc, qui est là un peu tête de Turc dans cet exemple, a un recours contre la personne qui a mis cette photo en ligne sans son autorisation. Peut-être qu'il y a un recours. Alors, c'est ça. L'autre problème qu'on peut voir avec cette notion de droit à l'oubli, c'est qu'à bien des égards, les lois sur la vie privée permettent de retirer un contenu qui concerne des données personnelles, en l'occurrence... sous réserve d'être capable de reconnaître le monsieur. Oui, de le reconnaître. En plus, il faut le reconnaître. Alors, il y a un cas courant qui est l'Espagne contre... l'Espagne qui poursuit Google sur ce critère du droit à l'oubli. Quelle est la nature de cette poursuite? Google se fait poursuivre parce qu'il est solvable, parce qu'il est majeur, par énormément de personnes et à mon avis, à bien des égards, sur la base de beaucoup de fantasmes. Je le dis souvent, j'ai beaucoup peur des aspects cachés de la vie privée que de ce qui est visible. En l'occurrence, Google se fait poursuivre parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps il garde les requêtes que nous faisons sur Google. Il faut savoir que Google archive, et c'est généralement associé à une adresse IP, donc peut-être pas à ce qu'on appelle une donnée personnelle indirecte, c'est-à-dire pas moi en tant que tel, mais mon ordinateur, mais souvent c'est la même chose. Il garde en mémoire pendant un certain nombre de mois, avant c'était 24 mois, maintenant il a réduit à 6 ou 12 mois, ou 6 ou 8 mois, toutes les requêtes que je peux faire sur Google pour que ces moteurs de recherche, ces algorithmes de recherche soient plus
soit meilleure. En bout de ligne, c'est pour m'offrir un service de meilleure qualité. Pour adapter la réponse au type de questions que vous posez, mais aussi ça peut avoir une valeur commerciale, évidemment, parce que ça peut dire à un vendeur, ben voici, cette personne pose constamment des questions sur les calculettes de type XB3. Peut-être devriez-vous l'aviser de la sortie de votre nouveau modèle. Et ça, c'est une tendance énorme qui est en train de se faire, c'est-à-dire, dépendamment du type de requête, ben sur la page de CBC, de Cyberpresse, vous allez avoir une publicité, sur Facebook fait déjà ça, une publicité qui est adaptée à votre profil, à vos requêtes. C'est une tendance d'ailleurs au Canada, avec notre commissaire qui a fait un très bon travail vis-à-vis de Facebook, notamment en le forçant de remodeler un petit peu son système, où dans un récent rapport, en 2009, la commissaire adjointe tendait à dire, mais c'est peut-être pas si grave qu'un service gratuit utilise certaines données personnelles. Sur le plan du droit pur et dur, effectivement, c'est une utilisation non autorisée de certaines données personnelles. Donc l'Espagne et d'autres pays européens qui sont beaucoup plus, je dirais, revendicatifs en termes de défense des données personnelles, font des poursuites ou sont dans des processus de négociation avec Google pour leur dire réduisez la durée de conservation de ces requêtes-là qui sont susceptibles de m'identifier comme individu. L'autre solution, c'est de faire en sorte que Google soumette à l'utilisation de son service l'autorisation d'utiliser les données. Si à chaque fois quelqu'un va sur Google, on dit puis si vous utilisez ce service, vous nous autorisez à utiliser les données, c'est un service gratuit. C'est un service gratuit et à bien des égards, via la privacy policy de Google, je suis à peu près sûr que, tellement elle est vague et imprécise et longue, qu'on va être capable de trouver des éléments là-dedans qui nous permettent de dire que j'ai déjà consenti à une telle conservation de données. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la question des renseignements personnels et aussi des relations commerciales. Oui. Donc, on a beaucoup parlé de la justice criminelle, pardon, mais est-ce que là aussi, il y a une question qui se pose, savoir que j'ai fait une transaction commerciale sur un site ouvert ou que j'ai été présent sur un site sans réclamer l'anonymité et que tout à coup, cette information est disponible et je veux réclamer mon droit à l'oubli? Alors, oui, c'est un enjeu. C'est assurément un enjeu, et puis je peux donner l'impression que je ne suis pas inquiet de grand-chose, mais il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des comportements que je ne connais pas de ce que font les entreprises avec mes données qui, là, m'inquiètent beaucoup plus. Donc c'est beaucoup plus ce qu'il y a derrière qui m'inquiète que ce qu'on peut voir de moi dans la partie visible d'Internet. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est, comme vous le dites, ce que peuvent faire certaines entreprises, souvent, soit avec un consentement tellement flou que je ne comprends pas, soit sans m'avertir du tout de leurs actions. Les entreprises utilisent mes données pour m'offrir un certain nombre de services, pour communiquer certaines de mes données par rapport à des achats que j'ai pu faire à d'autres entreprises qui ont un intérêt à la voir. Moi, l'exemple que je prends toujours, puis encore une fois, ce n'est pas un exemple très, très problématique, mais à chacune des naissances de mes enfants à Sainte-Justine, ben, comme par hasard, je reçois une boîte de lait d'une compagnie X ou Y. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Et la question, je me dis, mais comment ils ont su? Et puis j'arrive pas à expliquer ce système, comment l'information est arrivée à moi, mais à un moment donné, on a communiqué, pour ne pas dire cédé ou vendu, une liste d'adresses, en fait, correspondant donc à des nouvelles naissances. Alors, effectivement, donc on voit ça, on sait que nos données sont utilisées, et bon, c'est peut-être aussi culturel. En Europe, ils sont beaucoup plus revendicatifs. En Amérique du Nord, on est plus tolérant, et avec la nouvelle génération, évidemment, encore plus. Il y a un genre de présomption de non-anonymat, il y a une présomption d'utilisation des données qui est faite par la nouvelle génération. Mais le fait de recevoir une offre, un coupon rabais ou du lait par la poste, pour l'instant, mon intégrité physique ou morale n'a pas été attaquée. Ouais. À partir de quel moment est-ce que ça devient dangereux pour moi? C'est à partir du moment où j'ai aucun service qui vient avec. Recevoir des fleurs le jour de l'anniversaire, si, je ne sais pas, Futushop voulait me faire, ça rentrerait justement dans l'utilisation légitime, l'utilisation de données sans le consentement explicite de la personne. Quand en revanche,
on cède certaines données qui peuvent être excessivement sensibles, et puis là on peut penser à des données bancaires, des données médicales, à des assureurs par exemple. Avec tous les progrès de la génétique par exemple, on peut imaginer si jamais certaines informations sont données à des assureurs, ça peut être absolument dramatique. Donc pour l'instant, les affaires qui sortent souvent dans les journaux sont souvent plus du domaine des boîtes de lait ou des fleurs qui sont envoyées aux personnes, mais c'est tout à fait, c'est déjà possible, c'est déjà demain, je dirais, où on va pouvoir transmettre des informations passablement plus sensibles. Bon, alors il y a la question du droit et ensuite la question de son applicabilité. Oui. Bon, là, on est à un niveau d'interconnexion, de capacité de moteur de recherche qui dépasse de beaucoup ce que vous et moi et nos auditeurs utilisent. Est-ce que le train n'a pas déjà quitté la gare? Est-ce que ce qui est sur Internet, enfin tout ce qui y était jusqu'au jour où on aurait une loi plus contraignante, et encore là, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose contre des entreprises qui décident vraiment qu'ils veulent savoir ce qui est déjà su ou qui a déjà été su? Alors, en bon juriste, je ne vais pas vous dire une réponse franche et claire, oui ou non. Je dirais que dans l'état actuel du droit, à bien des égards, le droit est pas très efficace. Et souvent, les bris de sécurité dont je vous parlais, qui sont vraiment des vrais des problèmes graves, comme le FBI, par exemple, qui perd une centaine d'ordinateurs portables par année avec des données sensibles, dont certaines ne sont même pas chiffrées, ne sont même pas cryptées. Le FBI, alors Wikileaks, c'est un bon exemple. Comment un ministère de l'Intérieur, aussi important que celui d'un État comme les États-Unis, a pu laisser des millions, 2 à 3 millions de personnes accéder à des données dont certaines étaient hautement sensibles. Donc ça, c'est véritablement dangereux parce qu'il n'y a pas, en bout de ligne, de gestion sécuritaire, parce que la sécurité coûte cher. Ça demande des ressources humaines et financières. Donc, à bien des égards, l'applicabilité du droit est tout à fait relative, d'autant que le droit actuel, je prends l'exemple du Canada, notre commissariat à la vie privée qui fait des efforts énormes, beaucoup de travail d'éducation. Moi, je trouve que c'est remarquable. Mais la loi dont on dispose est une loi un peu Mickey Mouse. Là. Les sanctions, on l'a vu d'ailleurs en Cour fédérale récemment, les hypothèses où on peut avoir des sanctions pécuniaires contre une entreprise qui a été jugée coupable d'utilisation frauduleuse de données sont rarissimes. Ah oui. Sont rarissimes. Donc on a à bien des égards... Est-ce que les sommes d'amende sont dissuasives? Non. Non. Par rapport au profit qui a été gagné, très peu. Ça fait partie des coûts de la transaction, finalement, de payer l'amende. Le commissariat à la vie privée n'a pas de pouvoir de sanction financière et rend des décisions anonymes. Donc, telle entreprise, on ne la cite même pas. Donc, il n'y a même pas d'atteinte réputationnelle dans les décisions du commissariat à la vie privée. Alors, par la suite, il y a certaines institutions ou certaines personnes qui ont décidé de faire une action devant la Cour fédérale en disant OK, maintenant on a jugé coupable cette compagnie, je veux une sanction pécuniaire. Et 2 juges récemment, en 2010, ont dit écoutez, non, il n'y a pas de situation tellement flagrante que ça nécessite une sanction pécuniaire. Donc à bien des égards, la sanction n'est pas là. Et à bien des égards aussi, même si on voit de plus en plus dans la loi une notion qui se traduit mal d'ailleurs, une notion d'accountability, de notion de responsabilité de la part des institutions. Ces responsabilités sont souvent pas synonymes de sanctions de la part des entreprises ou des institutions publiques qui n'ont pas fait leur travail comme la loi l'exige. Donc, pour l'instant, ce qui prédomine partout et pour l'avenir prévisible, ce n'est pas le droit à l'oubli, c'est l'obligation de se souvenir. Exactement. C'est bien, c'est un bon résumé. Vincent Gautret, merci beaucoup pour cet éclairage. Vous avez choisi une plage musicale pour illustrer notre propos. Laquelle et pourquoi? Alors, une plage un peu drôlatique. En fait, c'est une chanson bien connue de Dalida, Paroles et Paroles. En fait, c'est un duo avec Alain Delon, où à un moment donné, on évoque un paragraphe qui s'applique tellement à la situation de la vie privée, où on consent dans des politiques de vie privée que personne ne lit, c'est le cas de Facebook, parce que ça fait une vingtaine de pages, où on consent en fait une utilisation possible de la part de Facebook de nos données personnelles. Donc c'est un peu parole, des mots, toujours des mots, les mêmes mots, des mots faciles. C'était trop beau. Et c'est souvent trop beau, en fait, ces politiques-là, quant à l'utilisation qui en est faite. Merci beaucoup, professeur Gautret. Et on écoute, grâce à vous, Dalida et Alain Delon, Paroles, Paroles. Ce soir, je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots
Toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de Des lire. mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Et nous posons une question un peu étrange. Est-ce qu'il y a du pétrole éthique? Est-ce qu'il y a du pétrole plus éthique qu'une autre source de pétrole? C'est la question qui est posée par un livre d'un auteur canadien, livre qu'a lu pour nous notre ami Philippe Fauché. Merci d'être là, Philippe. Bonjour. Alors, Philippe, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous êtes chercheur invité au Cérium. Grand lecteur. Une de vos spécialités, c'est l'énergie. Et donc, vous avez lu ce livre d'Ezra Levant, Oui. Ethical Oil, le pétrole éthique, publié l'an dernier. Bon, alors dites-nous, Ezra Levant est un auteur de l'Ouest canadien. Il se porte à la défense des sables bitumineux. Mais quelle est sa thèse pour dire que c'est du pétrole éthique? Sa thèse, c'est de dire et de dénoncer l'opposition grandissante contre le pétrole qui vient de ces sables bitumineux pour dire, c'est bien beau critiquer, mais quelle alternative proposez-vous? À partir du moment où les conducteurs n'ont pas choisi d'arrêter de consommer de l'essence, il faut bien qu'on approvisionne le marché. Il nous dit, ce pétrole-là est disponible, les Américains en ont besoin, ils en consomment chaque fois davantage, les Californiens inclusivement, et donc on leur vend le pétrole dont ils ont besoin, et s'il vaut mieux le vendre et acheter du pétrole canadien que du pétrole qui viendrait d'ailleurs. Ailleurs, c'est où? Les pays du Golfe. Alors, ça fait plusieurs présidents qui nous disent qu'il faut arrêter la dépendance envers le pétrole importé. C'est le Venezuela et Chavez, qui n'est pas le meilleur ami de Washington depuis quelques années. C'est le Nigeria qui, paraît-il, en termes de pollution, bat de très loin, si on s'intéresse à la question de la fourniture et la production de gaz à effet de serre, qui bat de très loin, donc, la pollution qui vient des sables bitumineux. Donc, pour toutes ces raisons-là, il nous dit, voyez-vous, l'Alberta n'est pas le meilleur choix, mais c'est le moindre mal par rapport à d'autres. L'autre choix, c'est laisser leur voiture dans le garage. Alors, finalement, il crée un genre d'échelle de l'éthique ou du pétrole éthique en disant, le pétrole du Moyen-Orient, il y a un peu d'argent qui va chez les islamistes. Le pétrole du Nigeria, vous l'avez dit, Philippe, il pollue davantage les sables bitumineux, ce qui n'est pas peu dire. Et Chavez, on ne l'aime pas. Donc, c'est essentiellement la provenance du pétrole et pas la qualité du pétrole qui est en cause ici. Non, mais le mot éthique, évidemment, c'est un choix d'éditeur. Le pétrole n'est pas éthique, pas plus qu'une coupe de cheveux ou bien le sirop d'érable. Donc, en fait, les valeurs qui soutiennent le pétrole sont celles qu'on connaît, sont celles de notre mode de vie, finalement. Ou bien on décide de changer de mode de vie, ou bien on se contente ou on utilise ce qui est disponible. Et il nous dit-il, le pétrole de l'Alberta est un pétrole qui est polluant, il ne le nie pas, mais il dit il n'est pas plus polluant que beaucoup d'autres sources d'énergie, et tant qu'on n'a pas la solution, aussi bien prendre celui-là plutôt qu'en prendre un autre. Ça, sans être un expert du pétrole, je sais que du pétrole sorti d'Arabie saoudite, par exemple, qui est du pétrole sous forme liquide, qu'il faut pomper, est moins polluant que le pétrole des sables bitumineux, où il faut presque autant d'énergie pour le dégager du sol que l'énergie ainsi produite. Est-ce qu'il n'y a pas, même sur cet argument central, un problème? Il en parle beaucoup, et là, il prend un argument qui est, dans ce cas-là, sans doute éthique. Il dit, oui, à ce moment-là, on soutient des dictatures. Est-ce qu'on est vraiment... le Canada devrait-il, puisqu'on s'est posé la question pour la Chine, est-ce que le gouvernement canadien devrait développer des relations commerciales avec la Chine, alors que la Chine, en termes des droits de la personne, etc., n'est pas un modèle du genre? Il nous fait le même raisonnement en ce qui concerne les pays du Golfe. L'Arabie saoudite n'est pas un pays où la démocratie, le droit des femmes, la liberté d'expression semblent extrêmement florissantes. Et donc, il nous dit, le Canada est en train d'être un substitut pour les États-Unis à ces relations, et chaque fois qu'il importe un baril de pétrole, c'est autant d'argent de moins dont dispose le royaume saoudien. Vous connaissez peut-être la théorie de Thomas Friedman sur la courbe du pétrole et de la liberté. Plus il y a de pétrole, plus le prix du pétrole est élevé, plus la liberté recule dans les pays producteurs de pétrole qui ne sont pas des pays démocratiques et inversement. C'est une thèse qui est contestée, mais
Donc, ce que le Vent dit, c'est tant pis si le pétrole pollue, s'il vient d'un pays démocratique, c'est un meilleur choix. Oui, c'est la thèse de Friedman, c'est la première thèse de la petropolitics, qui n'est pas, je pense, confirmée, c'est-à-dire qu'on peut trouver suffisamment de contre-exemples, et il y a même des pays qui se sont démocratisés grâce au pétrole, ou avec l'argent, les revenus du pétrole. L'Indonésie, qui a fait la paix avec la guérilla en la province d'Aceh, à l'époque, justement, quand les revenus du pétrole sont devenus très importants, et donc ils ont trouvé un moyen de négocier. Mais pour négocier, il faut généralement fournir des fonds. Donc, le bilan, là, est mitigé. Mais le problème, c'est qu'il nous dit, le pétrole de l'Alberta pollue, c'est vrai. Pollue-t-il plus? Non, pas nécessairement que d'autres formes de pétrole, dont le Venezuela, qui, en termes de sable bitumineux ou l'équivalent de mélasse épaisse et toxique, semble-t-il, a des réserves considérables. Et également, il nous dit, mais le pétrole d'Alberta pollue de moins en moins. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'importance de l'émission de gaz à effet de serre, l'importance de solvants toxiques générés, etc., sont de plus en plus réduits. Semble-t-il qu'il y a un chiffre de 38% qui apparaissent dans son livre. Est-ce que vous y croyez? L'Économiste. Je n'ai pas l'information, sinon celle qui m'est rapportée par la presse. L'Économiste me dit qu'il y a 38% de moins, il y a des études qui le montrent. Je veux bien les croire. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble raisonnable de penser qu'au Canada, les pressions politiques qui se font sur les producteurs de pétrole en Alberta sont très importantes. Ces gens-là savent qu'il faut qu'ils soient propres le plus possible. La technologie évolue. L'utilisation des eaux, de l'eau, le nettoyage des étangs de décantation, etc., semble faire des progrès. Les pages web de ces entreprises-là sont pleines de verre. Et on les croit, on ne les croit pas. Maintenant, c'est obligatoire. Mais il me semble qu'ils ont tout intérêt à le faire. Ils ont intérêt à le faire, c'est certain. Des rapports gouvernementaux récents montrent que les indicateurs de suivi n'étaient pas adéquats même pour pouvoir juger de l'amélioration environnementale. Mais tenons pour acquis que c'est le cas. L'intensité de pollution par baril produit peut être réduite, mais le nombre de barils produits, lui, va doubler ou tripler d'ici 15 ans. Donc, la somme de la pollution va nécessairement augmenter. Mais je ne suis pas pour défendre les sables bitumineux. Je ne sais pas si la somme va augmenter ou diminuer. Ça va dépendre de la diminution de la pollution qui est générée par chaque baril exporté. Ce qui me semble plus intéressant, parce que la thèse de l'auteur porte en partie sur cette question-là, mais porte surtout sur les dénonciations stridentes. C'est ça, venons-y. Alors, c'est intéressant, vous avez écrit à ce sujet dans le journal La Presse, et ce qui est intéressant, c'est que non seulement, évidemment, les écologistes poussent à la roue sur ces questions, mais également cette partie de l'industrie financière qui fait son profit en vendant des produits financiers dits verts. Alors, parlez-nous de ça un peu. Oui, ben, il y a deux choses. Il y a d'abord les écologistes qu'on connaît, les grandes organisations, Greenpeace et Pembina en particulier, qui sont nommés dans le livre, où il dit ces gens-là ont des grosses organisations à faire vivre, et donc ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Or, il n'y a rien de plus facile comme cible que de dénoncer les sables bitumineux. Et donc, ils en rajoutent. Et alors que leur mandat, dans le cas de Pembina, semble-t-il, c'est l'éducation. Mais entre l'éducation et dire on passe le chapeau après pour mettre fin à cette horreur, il n'y a pas loin. Et donc, on organise des campagnes, des levées de fonds, et des sociétés américaines, voilà une occasion d'avoir l'air plus vert possible, et donc disent qu'ils ne vont pas acheter des produits qui viennent de l'Alberta et des sables bitumineux. Ce qui semble bien difficile compte tenu du fait que le pétrole, c'est un rare produit où l'étiquette ne colle pas. Ben oui, tout à fait. Comment est-ce qu'un État, par exemple, américain qui déciderait, ou une ville américaine qui déciderait de boycotter les sables bitumineux, comment pourrait le faire pratiquement? Je n'en ai strictement aucune idée. C'est pour ça que Ezra Levant dénonce justement ce tour de passe-passe, qui donne à penser aux gens qu'on peut comme ça boycotter du pétrole qui finalement va se retrouver dans des réservoirs qui eux-mêmes vont être déversés dans d'autres réservoirs pour arriver dans des bouteilles, dans des autobus ou dans des réservoirs de voitures. On ne saura jamais. Donc là, il y a un problème. Il y a peut-être des traçabilités, mais je ne la connais pas. Ceci dit, l'autre versant intéressant, c'est de dire, ben oui, il y a aussi toute une industrie des finances et du financement vert où à des épargnants, on leur dit, ben venez, vous allez investir dans des fonds éthiques,
ou dans des fonds environnementaux, ou dans des fonds qui privilégient les entreprises qui ne vont pas polluer ou qui polluent moins ou qui font attention à ce qu'ils leur pratiquent et vont s'engager à développer des bonnes pratiques. C'est très bien. Alors évidemment, et dans les fonds là-dedans, il y a une entreprise anglaise qui s'appelle Cooperative Bank qui, semble-t-il, a fait des représentations. Ils sont allés voir les nations autochtones dans le nord de l'Alberta pour montrer un petit peu les conditions de vie, montrer un petit peu comment la forêt était menacée, etc. Et en même temps, on se rend compte que leur portefeuille, ce sont les grandes sociétés pétrolières qui sont elles aussi présentes. Ils ont des actions de Shell, de Total et de BP qui sont actives. Alors d'une part, ils disent investissez chez nous parce que nous, on est propre. Et d'ailleurs, je vous montre comment les Autochtones d'Alberta sont des victimes. Mais investissez chez nous, et moi, j'investis dans les entreprises qui créent les conditions que je dis dénoncer. C'est ça. Ensuite de ça, les Autochtones eux-mêmes disent c'est pas tout à fait comme ça parce qu'on n'a jamais eu autant d'emplois et c'est bien beau vivre dans la nature, mais des fois, ça prend des emplois. Donc, là aussi, il y a une espèce de... On regarde d'un côté et on oublie l'autre. Et il met en cause également, plus près de chez nous, le fonds Desjardins qui... comme plein d'autres fonds du même genre, proposent justement des portefeuilles et avec des engagements concernant l'environnement et se présente comme étant un actionnaire engagé. C'est ça, le fonds Desjardins Environnement. C'est ça. Et donc, je suis allé voir sur leur site, c'est très clair, c'est très net, c'est très transparent, et à ce côté-là, on peut simplement les en féliciter, mais j'ai été étonné quand même que dans les principaux sociétés dans lesquelles ce fonds-là investit, vous avez Suncor, qui est le plus important producteur de pétrole à partir de sable bitumineux. 5,5 du fonds Desjardins. Et vous avez Talisman, qui, elle, est plus active, récemment, certainement au Québec, on en a entendu parler, dans les gaz de schiste. Mais 6 de l'investissement du fonds est dans Talisman. Dans le livre de Levant, il est question de Talisman, et qui nous dit, voilà un petit peu aussi dans la situation impossible dans laquelle les entreprises se trouvent, et il nous parle beaucoup de Talisman qui se retrouvait, si je me souviens bien, au Soudan. Et au Soudan, Talisman exploitait du pétrole et avait développé tout semble-t-il, une activité importante dans les communautés, etc., créer des écoles, des dispensaires, des écoles, et tout ça pour soutenir une population qui habitait dans le coin, sans que, semble-t-il, les gouvernements l'avaient exigé. Sauf qu'on a accusé, quand on est très loin, Talisman de fournir des revenus par sa simple présence au gouvernement du Soudan, où, vous le savez, il y a une guérilla qui perdure. Et donc, pression internationale en pression internationale, Talisman s'est retiré, a vendu à qui? À des Chinois, qui se tamponnent complètement de savoir si l'opinion publique aime ça ou aime pas ça. Et Talisman, c'est parti avec pertes et profits. Et semble-t-il que les activités humanitaires de l'entreprise ont disparu. Donc, on reproche quelque chose à l'entreprise qui est ne soutenez pas un gouvernement qui ne respecte pas les droits fondamentaux et qui prend les armes contre ses propres citoyens. Et en même temps, cette entreprise qui essaie de faire une différence, l'exercice devient impossible. Alors, et malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'écologistes en Chine pour empêcher les compagnies chinoises de remplacer des compagnies comme Talisman au Soudan. Parmi les accusations, parce que Levant est pour le moins provocateur, il nous dit c'est curieux quand même que le discours que tient Greenpeace au Canada et aux États-Unis n'est pas le même qu'ils tiennent en Chine. Pourquoi? Il semble-t-il qu'ils ont fait comme un accord. Greenpeace préfère être là que ne pas être là. Donc, la chaise vide, c'est jamais très payant. Et donc, nous allons avoir un discours où on ne dénoncera pas trop l'action internationale des entreprises chinoises. On va se concentrer sur les efforts qui sont faits, semble-t-il vrai, par les gouvernements chinois pour développer des activités qui sont moins polluantes. Alors, Ezra montre un petit peu pas les contradictions, mais le caractère un peu difficile dans lequel ces mouvements se trouvent, où faire de la politique et défendre l'environnement sont des fois, rentrent pas toujours, c'est parfois compliqué, des fois ça a des contradictions. Quant au fond Desjardins, je suppose qu'il y en a plein comme cela. Je suppose qu'il y a effectivement un marché, probablement que mon étonnement est un étonnement de néophyte, mais ils disent bien qu'évidemment, le nucléaire et les armes seront interdites. Alors, on parlait du livre Ethical Oil d'Ezra Levant. Merci beaucoup, Philippe, pour votre lecture critique. Et quelle est la plage musicale que vous avez imaginée pour accompagner notre propos? J'ai pensé qu'un solo de guitare acide avec la voix éraillée de Neil Young,
qui représente pour moi le rock de l'Ouest, était ce qui convenait le mieux. Philippe Fauché, merci beaucoup. Et on écoute grâce à vous Neil Young, Hurricane. Once I thought I saw you in a crowded hazy bar, dancing on the light from star to star, far across the moonbeam. I know. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres épisodes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y trouverez aussi les annonces de nos activités pour les semaines à venir. Vous y êtes évidemment conviés. Je tiens à remercier l'équipe technique de l'émission, Jocelyn Spronken, Ognan Guerguiev, Charlène Ricard et Luc Laflamme. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.